La baisse du prix des carburants à partir de mercredi prochain, 9 centimes de moins pour l'ordinaire, 11 pour le super, 2 pour le gazole, 5 pour le fioul domestique. La Corse au calme, dans ce journal une enquête sur le racket. Liban, recrudescence des combats dans le nord du pays, à Tripoli, 18 soldats israéliens blessés dans un attentat au sud de Beyrouth. Fin de la visite en France du vice-premier ministre irakien, des armes et du pétrole. Et puis Hawaï. Hawaï, l'image du jour, l'éruption spectaculaire du Kilauea, des milliers de tonnes de lave, des fontaines de feu qui atteignent 50 mètres de hauteur. Ces images qui se passent de tout commentaire et qui n'ont pas fait de victimes. Ça se passe donc près d'Honolulu, à Hawaï, et c'est l'éruption du Kilauea. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au surlendemain des mesures annoncées par le gouvernement pour régler le problème de la violence en Corse, la situation semble s'apaiser dans l'île. Il y a toujours quand même de ci de là quelques attentats à Propriano, à Ghisonaccia et à Ajaccio, mais pas de violence en chaîne. D'ailleurs, une nouvelle manifestation pour soutenir cette fois un pharmacien dont l'officine a été endommagée par un attentat à l'explosif aura lieu demain. De plus en plus nombreux, en effet, les Corses n'hésitent plus à parler, à visage découvert, du racket que leur impose le FLNC, dissous mercredi en Conseil des ministres. Mais les nationalistes ne sont pas les seuls à utiliser de pareils procédés. À quelques kilomètres d'Ajaccio, l'entreprise de Damiano Torelli. Arrivé en Corse il y a 12 ans comme marbrier, cet Italien n'avait jamais eu d'ennui pour exercer son travail, tant qu'il était resté employé. Mais lorsqu'il a voulu créer son entreprise, les ennuis ont commencé. Pas moins de 6 plastiquages en un an, ses chiens empoisonnés, sa voiture criblée de balles. Depuis, Damiano Torelli vit en état de siège dans sa maison. Il s'est armé de fusils de chasse et attend ceux qui lui veulent du mal. Mais qui sont-ils exactement? Mais c'est sûr, ça peut pas être un petit peu bien parce que autrement on fait pas ça. Ça doit être un petit voyou qui est payé par quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec les activités du Front de Libération? Non, hors de question. Ils m'ont jamais rien demandé. On vous a demandé de payer? Oui, j'ai eu des coups de téléphone en me disant que j'avais une très belle affaire, que je commençais à avoir une très belle affaire, florissante, et que je devais commencer à payer en attendant 10 000 francs par mois. Pour l'instant, M. Torelli refuse tout paiement. Il semble donc que le FLNC ne soit pas seul à pratiquer le racket. Il y a aussi la délinquance, la vengeance commerciale. C'est en tout cas le constat que font certains membres de l'Assemblée régionale. On sait que le FLN a lui-même annoncé l'existence d'un impôt révolutionnaire, mais tout le monde sait en Corse, et précisément à Ajaccio, qu'à côté de cet impôt révolutionnaire ou de ce racket, ne jouons pas sur les mots, il y a l'autre racket, c'est-à-dire celui dont se servent tous les voyous que l'on peut trouver, les voyous de tout poil que l'on peut trouver en Corse. En ce qui concerne cette catégorie de personnes, je crois que la police n'a pas besoin de la collaboration de la population. Elle sait y faire quand elle a envie de le faire. Moi, je n'hésite pas à le dire comme je le pense. Ainsi, à l'heure où s'opère la restructuration de la police corse, tout le monde espère qu'elle mettra fin à toute violence locale. Cela dit, le nombre d'abonnés au téléphone qui ont demandé en Corse à figurer sur la liste rouge, c'est-à-dire celle des numéros confidentiels qu'on ne donne à personne, s'est singulièrement allongé. Depuis quelques mois, elle a été multipliée par 5 ou 6 depuis l'automne. Les demandeurs ont la plupart du temps des noms à consonance continentale. Sur le plan politique maintenant, de nombreuses voix s'élèvent dans l'île pour demander davantage de pouvoir pour l'Assemblée régionale corse, mise en place à l'issue des élections du mois d'août. Bernard Marchetti. Préfecture d'Ajaccio, le 20 août 1982, l'Assemblée de Corse, élue depuis 12 jours, est solennellement installée. Elle choisit son président, M. Prosper Alfonsi. Ainsi, le statut particulier de la Corse entre-t-il en application. Étape décisive, événement historique, la Corse va pouvoir agir efficacement sur son propre destin. Mais
Le président Alfonsi fait remarquer que rien n'est prévu pour financer le nouvel organisme. Il demandera aussitôt au Premier ministre une dotation qui lui permette au moins de trouver un toit et quelques meubles en attendant le vote du budget en avril 83. Le toit, c'est cette villa sur les hauteurs de la ville. Le département l'a reçue en legs de M. Nicolas Pietri, un généreux Ajaccien. Fort heureusement, elle abrite les bureaux des élus et les services de l'Assemblée, les services c'est-à-dire 12 personnes, dont 4 secrétaires pour 61 conseillers. Seul avantage, elle a un jardin. L'exécutif pourra y travailler. Concrètement, à l'heure actuelle et sérieusement, parce que tout le peuple corse a investi sur l'Assemblée de Corse, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Par exemple? Un exemple simple, concret, il y a 10 vice-présidents, il n'y a pas 5 bureaux pour être à mi-temps et nous n'avons pas 5 secrétaires pour éventuellement répondre aux courriers que nous recevons. Ça, pardon les enflures verbales qu'il y a en Corse et qu'il y a ailleurs, c'est un problème concret. Autre problème concret, il est très difficile de joindre l'Assemblée au téléphone. Oui. Combien il y a de lignes téléphoniques? 4 lignes téléphoniques. Depuis quand? Depuis hier matin, nous en avions 2 avant. Même chose pour la documentation. Elle n'est pas informatisée et elle étouffe dans ses locaux. En fait, on est dans une sorte de cave, là, C'est non? une transition, Ouais. enfin, une mise en place. Oui, oui, c'est une cave. C'est la cave, ce sont les caves de la Villa Piet qui ont été aménagées. Oui, le bureau de l'Assemblée régionale corse sera reçu mardi par Pierre Mauroy. C'est un dossier en tout cas prioritaire pour le Premier ministre et son président de la République. Sur leur bureau également, un sondage, encore un, sur leur cote, cette fois dans le Figaro Magazine. François Mitterrand est en baisse d'1 point, 48% de Français lui font confiance. Son Premier ministre est en baisse, lui, de 4 points, 40% de confiants pour Pierre Mauroy. Un président de la République qui a fait ce matin une visite non prévue au programme dans le Puy-de-Dôme, à Issoire, très précisément. 2 objectifs, un hospice pour personnes âgées, du type de ceux qu'on ne doit plus voir, a dit François Mitterrand. Et puis un hôpital qui vient tout juste d'être modernisé et pourvu de moyens, à la fois en équipement et en personnel. Bernard Pradino. Il faut rapprocher le malade ou le vieillard de l'endroit où il vit, estime le chef de l'État. Moderniser les hospices est indispensable. Il faut également développer l'aide à domicile. L'effort ne doit pas exclusivement porter sur les hôpitaux, mais aussi sur les hospices. L'équipement flambant neuf de l'hôpital d'Issoire est l'illustration pour le président de ce qu'il faut faire pour harmoniser les services hospitaliers offerts aux grands centres urbains et aux villes moyennes. D'un côté ce qu'il faut faire, de l'autre ce qu'il ne faut plus voir. Eh bien, tout simplement les lieux où les personnes âgées n'ont pas l'accueil digne que leur doit la nation. Un grand effort de modernisation, comme on dit, d'humanisation a été entrepris. Sur le plan national, peut-être savez-vous qu'en 1982, 50% de crédits de plus ont été dépensés qu'en 1981. C'est dire que nous sommes tout à fait engagés dans une politique volontaire d'amélioration du réseau hospitalier. Et voir un hôpital de cette importance dans une ville d'environ 17 000 habitants, c'est pour moi très significatif. Car d'une part, il y a ce que l'on ne doit plus voir, dont je viens de parler, et d'autre part, il y a ce qu'il faut faire maintenant, l'effort très remarquable auquel je viens d'assister. Je voulais voir cela parce que j'ai moi-même eu l'expérience de ces hôpitaux. Et j'ai pu mesurer à quel point la tristesse, la misère et l'oubli pesaient sur les personnes âgées et sur les malades. En dépit des admirables dévouements que je rencontre partout, dans le milieu médical, dans le milieu hospitalier. Et cet effort-là, je voulais le souligner. C'est le sens de ma visite. En quittant l'hôpital, M. Mitterrand s'est arrêté quelques instants auprès d'un groupe de travailleurs de chez Busselier, matériel électrique automobile, qui voulaient lui parler de leurs problèmes d'emploi. Ne devenir qu'une carapace française. Voilà. Dialogue courtois, on a parlé de matériel français et de reconquête du marché intérieur. Voilà, une portière claque et une nouvelle sympathique pour les automobilistes, une baisse substantielle, celle-là du prix des carburants à partir de mercredi 0h. 11 centimes de moins sur le litre de super, 9 sur l'essence, 2 sur le gazole, près de 5 sur le fioul domestique. C'est la première fois depuis la crise du pétrole en 1973 que l'ensemble des prix des produits pétroliers va baisser de façon, disons, significative. Et puis une autre baisse, celle des taux d'intérêt que je vous annonçais hier. Toutes les grandes banques ont suivi pour leur taux de base aujourd'hui.
Voilà donc une baisse qui va anticiper sur un plus fort ralentissement de la hausse des prix. Alors les prix, parlons-en, avec la multiplication des soldes en ce moment, c'est la saison bien sûr, mais ce qui vous a sans doute tous frappé comme nous, c'est que les soldes avaient montré le bout du nez depuis déjà plusieurs semaines. Bref, il n'y a plus de saison. Laurence Graffin a mené sa propre enquête. Dans ce quartier commerçant de Saint-Germain-des-Prés, la chasse aux soldes ouvre traditionnellement début janvier. Mais cette saison, l'ouverture a eu lieu souvent beaucoup plus tôt et en ordre dispersé, ce qui dérange certains. Nous sommes un petit peu perturbés par les gens qui soldent avant. Quel problème ça vous pose? Ça nous pose au point de vue d'écoulement de la marchandise, puisque les gens soldent un petit peu avant, et ça nous ennuie un petit peu. Il faudrait faire une loi pour que tous les gens soldent à une même époque. Pourquoi? Comme ça, on solderait tous en même temps, ça serait beaucoup mieux. Pourquoi ça vous fait une concurrence? C'est une concurrence déloyale, puisque les gens soldent un petit peu avant. Pourquoi solder plus tôt? Les raisons sont variées. On a commencé début décembre pour faire un petit peu place nette et pour faire profiter nos clientes pour les fêtes de nos pulls. Vous avez des problèmes économiques? Pas du tout, on a très bien travaillé, on avait une très belle collection et on n'a pas du tout de problème. Non, c'est uniquement pour faire profiter notre clientèle et nous avoir de la place pour rentrer notre nouvelle collection. Question de stratégie pour cette boutique de luxe, mais question de survie pour beaucoup d'autres plus modestes. Avec vos cheveux blonds, ça va bien. Madame, vous soldez plus tôt que d'habitude cette année? Oui. Pour quelle raison? Le pouvoir d'achat a beaucoup baissé, il fallait payer nos fournisseurs et tout le reste. Vous allez avancer de combien vos soldes? 20 jours avant. On a soldé le mois de décembre, d'habitude c'est le mois de janvier. Et vous pensez que vous êtes nombreux à faire ça? Oui, tous les commerçants. À votre avis, pourquoi? Les gens, je crois, d'après ce que j'entends à droite, à gauche, n'ont pas beaucoup d'argent. Ils achètent moins? Beaucoup moins, oui. Les soldes sont en principe limités à 4 mois par an, mais on en trouve maintenant toute l'année. Aux soldes permanents et dégriffés s'ajoute d'ailleurs de plus en plus la vente directe de l'atelier aux particuliers, comme ici. Quelle différence de prix y a-t-il à peu près entre vos prix et ceux des détaillants? Environ 30 à 40%. Et pourquoi avez-vous pris cette décision? Puisqu'on a eu énormément de problèmes avec des magasins détaillants qui nous payaient pas, en fait, qui faisaient des retours et qui nous faisaient des impayés. Si vous voulez, ils ont reporté leurs difficultés sur les fabricants. Et en procédant comme vous le faites maintenant, vous n'avez pas l'impression que vous leur faites une concurrence, disons, un peu déloyale? On fait de la concurrence, mais enfin, puisqu'on ne peut pas faire autrement, on est bien obligé de survivre. Dans cette lutte pour la vie, le consommateur peut trouver son compte, il peut aussi perdre son temps et son argent. Une fin de semaine sur les chapeaux de roue pour la Bourse de Paris, une hausse de 4 points pour la première semaine de l'année. Voilà longtemps que cela n'était pas arrivé. Occupation de l'usine de la cellulose à Strasbourg, décidée ce matin par les 360 ouvriers qui vont être licenciés. De nouveaux problèmes chez Renault, à Flins, des peintres et des ponceurs ont bloqué la production depuis hier pour obtenir une prime uniforme et un temps de douche supérieur. La situation ne s'est pas éclaircie ce soir. Enfin, les suites de la publication du rapport Legrand sur les collèges, jugement plutôt positif du côté de la FEN, du SNI, de la CFDT et des fédérations de parents. En revanche, le SNES, la Société des agrégés, et le SNALC y sont hostiles, les enseignants craignant une charge accrue de leurs horaires de travail. À l'étranger maintenant, tout d'abord, les premières nouvelles de Lech Walesa parmi les siens, c'est-à-dire avec ses camarades du syndicat dissous de Solidarité à Gdansk. Maurice Berther. L'épiphanie, fête religieuse. Solidarité et ses fidèles se devaient de la célébrer. Le père Jankowski, confesseur de M. Walesa, et M. Walesa lui-même participent au service. Le dirigeant de Solidarité reste très modéré dans ses propos, ne parlant pas spécifiquement de son syndicat, mais de solidarité entre les hommes. J'espère retrouver ce que nous avons perdu, dit aussi M. Walesa.
Reste un petit mystère, c'est à Gdansk que ces images ont été tournées, mais peut-être par prudence, nos camarades de la télévision allemande qui étaient sur place ne disent pas dans quel immeuble ils étaient. Le plus probable, le presbytère d'une église de Gdansk, refuge naturel du syndicat dissous. Voilà, et dans le même temps, on apprenait que Danton, qui devait sortir pratiquement en même temps en Pologne et en France, était reporté en Pologne de 2 mois. Il devait sortir le 12 janvier, et le film de Andrzej Wajda ne sortira que le 21 mars en Pologne. Salvador, un colonel s'est rebellé contre le ministre de la Défense, dont il demande la démission. Un bataillon spécial le soutient. Le colonel ne veut pas être nommé attaché militaire à l'étranger. Liban, explosion d'un véhicule militaire israélien sur une mine. On parle de 18 blessés au sud de Beyrouth. Alors que dans le nord du pays, à Tripoli, eh bien, la situation devient carrément catastrophique. Philippe Rochaud. La bataille de Tripoli se déroule ici, dans les ruelles des quartiers populaires qui mènent à la citadelle. Depuis 1 mois, la ville est en partie paralysée. Le ravitaillement commence à manquer, l'électricité est coupée. Le dernier cessez-le-feu, qui devait être définitif, n'a pas duré 24 heures. Tripoli se bat surtout pour ou contre la présence des soldats syriens, arrivés officiellement ici en 1976 pour mettre fin à la guerre civile. Depuis cette date, ils tiennent toujours cette cité de 300 000 habitants, à majorité musulmane, avec à leur côté des milices recrutées sur place. Face à cela, des organisations libanaises qui demandent le départ de l'armée syrienne de Tripoli, la gauche, mais aussi des intégristes qui veulent venger leurs camarades tombés en Syrie pendant l'offensive des forces de Damas contre les frères musulmans. Il faut enfin compter les Palestiniens, toujours en armes dans la ville, et qui règlent le différend qui les oppose actuellement au gouvernement syrien. Résultat, plus de 100 morts en moins d'1 semaine. Situation inextricable qui laisse penser que le simple retrait des forces étrangères ne pourra mettre fin à la guerre du Liban. Japon, vive inquiétude sur le sort du satellite soviétique à alimentation nucléaire. Un état-major de crise a même été mis en place. Les soviétiques, de leur côté, annonçant que le satellite a cessé de fonctionner le 28 décembre, que la fin de sa mission avait été programmée par commande du sol et que la partie active du réacteur va maintenant se désintégrer dans les couches denses de l'atmosphère. Le niveau de radioactivité, indique encore l'agence TASS, restera dans les limites de la radioactivité naturelle. Le reste de l'actualité à l'étranger, maintenant, en images avec Michel Strulovici. Élections législatives anticipées en République fédérale d'Allemagne le 6 mars prochain. C'est le président, M. Carstens, qui a annoncé aujourd'hui la dissolution du Bundestag, le Parlement ouest-allemand. Cette dissolution avait été proposée par le nouveau chancelier chrétien-démocrate, M. Kohl. La campagne électorale, qui débute demain, se déroulera dans une situation économique marquée notamment par la montée importante du chômage. Autre élection, mais en Inde cette fois. Le parti du Premier ministre, Mme Gandhi, vient de subir une sérieuse défaite dans 3 États de l'Union où avaient lieu des élections législatives locales. Un scrutin qui concernait 15% du corps électoral indien, ce qui en fait un sondage grandeur nature. Le parti de Mme Gandhi perd la majorité qu'il détenait depuis 30 ans dans 2 grands États du Sud au bénéfice de mouvements régionalistes. Un avertissement pour Mme Gandhi à 2 ans des élections au Parlement central. 1 mort et 23 blessés, c'est le dernier bilan de l'explosion tôt ce matin d'un dépôt de carburant à Newark dans le New Jersey. Une explosion d'une telle puissance qu'à des dizaines de kilomètres à la ronde, et notamment pour la toute proche New York, on a cru à un bombardement. 60 millions de litres de carburant sont partis en fumée dans ce sinistre dont on ne connaît pas les causes. Et les pompiers à l'instant viennent de dire qu'ils renonçaient à éteindre le feu. Il faut annoncer à cela la condamnation du député danois qui avait pêché illégalement dans les eaux territoriales britanniques. Le tribunal de North Shields n'est pas allé avec le dos de la cuillère, comme disent les pêcheurs. 330 000 francs d'amende, paiement immédiat à l'audience, sinon 1 an de prison. Le pauvre homme, député européen donc, avait entrepris de pêcher sur son chalutier dans la limite de 12 000 imposée par les Britanniques, un peu pour les narguer. Fin de la visite à Paris du vice-premier ministre irakien, Tarek Aziz, qui pour la première fois depuis le début du conflit irano-irakien a reconnu que son pays connaissait des difficultés financières.
ce qui ne l'a pas empêché de signer de gros contrats avec les Français, surtout en matière militaire. C'est l'un de nos meilleurs clients. Gérard Sebag. M. Tarek Aziz a notamment rencontré le ministre français de la Défense, M. Charles Hernu. L'Irak est un gros client de la France dans le domaine de l'armement. L'Irak en guerre contre l'Iran depuis maintenant plus de 2 ans. Dans cette guerre, la France soutient aujourd'hui la position irakienne. Les contrats d'armement entre les 2 pays sont nombreux et s'élèvent à plusieurs milliards de dollars, notamment pour la fourniture d'armes sophistiquées. Au contrat en cours d'exécution s'ajouterait une nouvelle fourniture d'armement français qui s'élèverait à plus de 10 milliards de dollars. Messieurs Charles Hernu et Tarek Aziz auraient signé au cours de cet entretien les modalités de cet accord, un accord dont le contenu est encore secret. Selon l'Institut d'études stratégiques internationales, le matériel français utilisé par l'Irak comprendrait une trentaine d'avions Mirage F1, une centaine de chars AMX-30, des missiles Exocet, des hélicoptères et des canons de 155 à haute cadence de tir. Ces livraisons d'armement sont évidemment condamnées par l'Iran qui accuse la France de vouloir sauver le président Saddam Hussein et de prolonger la guerre. Les relations franco-iraniennes sont tendues et le gouvernement iranien a refusé dernièrement de recevoir le nouvel ambassadeur de France à Téhéran. Et la France a même été violemment conspuée tout à l'heure à l'université iranienne de Téhéran. La foule a pris à partie le président Mitterrand et la France en disant mort à la France, mort à Mitterrand, pour donc condamner ces achats d'armes des Irakiens à Paris. Avec Patrick Esther maintenant, nous allons parler des premiers pas de la fibre optique à Paris. Le ministre des PTT est venu aujourd'hui inspecter les travaux de la première liaison urbaine optique en France. Des mots qui apparaissent un petit peu abstraits, mais une réalité, vous allez le voir, facilement compréhensible. Les travaux commencés cette semaine à Paris sont en fait la première étape d'une grande révolution dans le domaine des communications. Aujourd'hui, on raccorde entre eux des centraux téléphoniques avec de la fibre optique, mais demain, toute la France sera câblée. C'est un fabuleux pari technologique qu'ont relevé là le ministère des PTT et les industriels français. Avec ce type de câble utilisé jusqu'ici, on peut transmettre simultanément 1 millier de communications téléphoniques. Ce câble est lourd, il coûte cher parce qu'il est en cuivre. Il est encombrant et pourtant, ironie, il n'est même pas capable de passer un seul programme de télévision. Eh bien, une seule de ces fibres optiques d'un dixième de millimètre de diamètre seulement, à peine plus grosse qu'un cheveu, peut transmettre à elle seule le même nombre de communications que ce gros câble. Et cette gaine, au total, peut véhiculer une centaine de chaînes de télévision. Secret de ce système, ce n'est plus un courant électrique que l'on transporte dans ces fibres, mais la lumière émise par un minuscule laser placé au bout de la fibre. Une révolution. À Biarritz, par exemple, première ville de France à être câblée avec ce système, dès le mois d'octobre de cette année, 1500 abonnés qui seront raccordés avec seulement 2 de ces fibres pourront voir sur un écran vidéo leurs correspondants lorsqu'ils les appelleront au téléphone. Mais ces 2 fibres permettront aussi de transmettre toutes sortes d'autres choses. L'annuaire téléphonique, comme celui-ci par exemple, des télétextes, des banques de données, sans oublier une dizaine de chaînes de radio et une vingtaine de chaînes de télévision. Ce procédé est d'autant plus révolutionnaire que les fibres optiques sont faites avec de la silice, c'est-à-dire du sable. Et ça, pour une fois, ce n'est pas ce qui manque en France. Un nouveau patron pour la rédaction du Matin, notre confrère Jean-François Kahn, qui a longtemps collaboré à notre journal. Et puis le décès de Roger Géraud, qui fut longtemps journaliste à l'AFP et président de la presse municipale. Autre disparition, celle d'une très jeune femme, Valérie Valère, dont le roman « Le pavillon des enfants fous », il y a 4 ans, avait beaucoup ému. Elle y racontait ses années de psychiatrie et son anorexie. Valérie Valère avait surgi de l'anonymat et de l'adolescence en 79 avec un livre. C'était pour crier l'horreur de l'hôpital psychiatrique pour enfants. Elle l'affirmait d'une voix douce et terriblement lucide car elle avait vécu cet enfermement pour traiter son anorexie. Écoutez comment en 79 Valérie comparait le refus de s'alimenter au suicide. C'est pas une raison précise, c'est toute une série. C'est comme quelqu'un qui se suicide. Il n'y a pas une raison précise. C'est tout un amas de choses qui font qu'il arrive à se suicider. L'anorexie, c'est pareil. Je peux pas dire c'est cette chose-là. C'est cette chose plus toutes les autres qu'il y a eu avant. Bon, vous auriez pu, par exemple, choisir de vous suicider en vous noyant, en vous tirant une balle de revolver. Oui, mais c'est pas pareil parce que je crois aussi que
là, si on se suicide, si on prend des cachets, c'est définitif, c'est brusque et il n'y a aucun appel. Tandis que je crois que même si on le refuse tout au long de la maladie, l'anorexie, en fin de compte, c'est un appel aussi aux autres parce qu'on leur dit, regardez, je suis seule. Enfin, c'est un appel parce que si c'était pas un appel, à ce moment-là, on se tuerait tout de suite, je pense. Oui, Valérie Valère est morte à l'âge de 21 ans. Les pronostics de Pierrette Bresse maintenant pour le tiercé de demain à Vincennes, le 17, le 11, le 13, le 15, le 10, le 4, le 8 et le 7. L'abandon de Bernard Darniche et de Bernard Giroux dans Paris-Dakar, une épreuve que les deux hommes avaient déjà gagnée. Et puis cette nouveauté pour les inconditionnels du jogging, vous allez le voir, ceux qui aiment à la fois le jogging mais également les mathématiques, une manière tout à fait révolutionnaire et à la fois commode de calculer le temps pendant lequel on court et à quel rythme on court. Vous allez le voir, c'est simple, ça se porte au poignet et un des premiers utilisateurs nous explique le fonctionnement. Cette montre vous permet, après avoir calculé votre distance de pas et votre rythme, de vous donner votre vitesse, le nombre de foulées et la distance parcourue. On pense dans un avenir proche réussir à intégrer un pulsomètre qui permettra de calculer vos pulsations cardiaques après l'effort. Voilà, c'est tout simple. On a installé un petit appareil semblable pour contrôler le débit de la voix d'Alain Gillot-Pétré qui en général fait très très vite pour nous raconter la météo, mais ce soir il a tout le temps. Oui, d'autant que nous aurons un week-end extrêmement calme avec un très gros anticyclone qui va s'installer sur notre pays. Ça veut dire du brouillard le matin et du soleil l'après-midi. Pas de photos satellites, vous savez que Météosat est actuellement en révision, si je puis dire. On fait des petites révisions à terre pour les stations réceptrices de Météosat. Alors bientôt vous retrouverez la photo satellite. Et puisque j'ai le temps, je vous dirai donc que sur la Méditerranée, le temps sera extrêmement beau. Demain, de l'Aquitaine au Massif central et au nord-est, attention des brouillards le matin, localement givrants, pouvant persister localement l'après-midi, mais dans l'ensemble, sur le reste de la France, c'est quand même du beau temps pour demain. Si l'on est vraiment pessimiste, on rajoute quelques petites bruines sur l'extrême nord du pays, mais franchement, je n'y crois pas trop. Et c'est le même temps pour dimanche, à savoir donc du brouillard le matin, mais du beau soleil l'après-midi. Situation donc très calme. Les températures sont de saison, elles sont en baisse encore demain par rapport à aujourd'hui. Le minimum, c'est 4 degrés à Clermont-Ferrand, et oui, à côté des 11 degrés de l'autre jour, comme minimum. Et le maximum, eh bien, c'est seulement 14 degrés en Corse, 5 à 8 dans le nord-est, 6 dans le nord, 7 à 9 en Bretagne, 6 à 11 sur le sud-ouest, et donc 4 à 9 au centre et 6 à Paris. Demain, c'est le samedi 8 janvier, 1 minute de soleil en plus, levé 8h45, couché 17h10, et nous fêterons les Luciens. Voilà, je vous rappelle que l'essence va baisser donc à partir de mercredi prochain de 9 centimes pour l'ordinaire et de 11 centimes pour le super. Et puis que nous apprenions tout à fait juste avant ce journal que l'Union soviétique confirmait bien, contrairement à ce qu'elle avait dit hier, que l'un de ses satellites allait atteindre l'atmosphère terrestre, mais que le réacteur avait été séparé en fragments et que les morceaux se consumeraient donc en principe lors de la rentrée en atmosphère, ce qui ne devrait pas augmenter trop le taux de radioactivité de cette atmosphère. Voilà, c'est à 22h50 à peu près que vous aurez le plaisir de retrouver Françoise Kramer et j'aurai quant à moi la joie de vous retrouver à 20h demain soir. Bonsoir à tous.